Est-ce que tu Yannick, m'entends? oh Yannick, je t'entends, je te vois. Qu'est-ce que tu es contente? Bonjour. Moi aussi. Mais Alors, moi, je tu ne t'entends pas, m'entends par pas? contre. Ah, Oh voilà. là là, mais ça y est, tu m'entôt? Oui, je t'entends. Ça n'a pas été très Très facile. bien. Ouh Ça là n'a... là, qu'est-ce que c'est difficile. Mais bon, ça y est, on a fait. Voilà. On aurait tellement été heureux que tu sois auprès de nous, mais bon, ça n'était pas possible. Mais, Et c'est bon, les déjà bien. circonstances étant ce qu'elles sont, voilà. Merci à tous les techniciens d'avoir permis ce petit miracle et que nous nous retrouvions. Bon, bah écoute, j'ai présenté un petit peu l'histoire, tu sais, le concept de littérature monde, tu le connais parce que tu nous Très as bien. suivis longtemps dans les festivals Étonnants Voyageurs. Et j'ai dit que tu faisais partie du comité littéraire autour de Michel, notre cher Michel qui nous a quittés, et puis Oui, de très triste. Leïla Slimani. Pour organiser ce congrès mondial qui se déroule dans des conditions un peu difficiles, mais qui a le mérite d'exister. Tu es bien d'accord? Tout à fait. Ça, je connais. Les conditions difficiles. Alors, je disais tout à l'heure, en te présentant, j'ai parlé des livres que tu as écrits et j'ai parlé un petit peu de ton parcours. Il y a aussi une interview très intéressante qui est parue dans la revue Le 1, que vous pouvez vous procurer, je Oui. pense, ici, hein, où tu t'exprimes, Yannick, et où tu expliques justement que en Haïti, c'est le créole qui permet aux gens de communiquer au quotidien. Et donc, dis-nous toi-même quelle est la place de la langue française à Port-au-Prince et dans le pays. Alors, je vais partir de mon parcours personnel et puis pour arriver encore au prince d'aujourd'hui. Moi, j'ai été élevée dans une famille de la petite bourgeoisie. Comme je disais dans la revue, le français, c'était les livres de la bibliothèque, certaines conversations à la maison, des échanges et surtout, les filles parlaient français beaucoup plus que les garçons, comme le français et le créole étant considéré comme une langue populaire, donc avec des connotations forcément négatives, vulgaires, enfin, tout ce qu'on veut. Donc Mais le les créole petites restait filles bien élevées parlaient le français. exactement, exactement. Mais en revanche, c'était la langue des gens qui venaient vendre à la maison, c'était la langue des émotions fortes à la maison. C'était aussi la langue de tout, par exemple, des événements politiques, en fait, tout ça. Donc, il y avait un mélange des deux. C'est la raison pour laquelle je dis, c'était la langue des contes la nuit qu'on nous racontait, que les personnes qui travaillaient à la maison racontaient. Donc, c'est pour ça que je reprends l'idée de Derrida, qui est né donc, en Afrique du Nord, juif de famille juive, disons, et qui dit qu'il n'a pas de langue de départ, parce qu'il était entre les trois, l'arabe qu'il parlait ou écoutait, le français de l'école, et puis le yiddish, qui était la langue certainement religieuse, mais qu'il avait une langue d'arrivée qui était le français. Parce qu'il fallait arriver à cette langue pour pouvoir maîtriser l'écrit, en fait, l'ascension sociale aussi, quelque part. Je pense que ça a été le cas des écrivains de ma génération, de celle de Lionel Trouillot, de celle de Ketli Mars, de celle de Daniela Ferrière, certainement. Mais aujourd'hui, l'avancée du créole va de pair avec l'avancée des luttes populaires. Dis-nous comment c'est enseigné. On enseigne en créole à l'école. Alors, depuis 1987, le créole et le français sont les deux langues officielles. Mais il est évident qu'il y a beaucoup plus de matériel didactique en français, qu'il y a beaucoup plus de références en français. Donc, le créole devient la langue de 2 ou 3 premières années dans surtout les écoles qui sont en milieu très créolophone. Voilà. Donc, le français continue d'être la langue d'arrivée, c'est-à-dire on veut accéder au français. Avec la grande différence que la parole publique aujourd'hui est en créole. Et la parole publique, ce sont je sais pas moi, une centaine même de stations de radio qui toutes diffusent en créole. C'est la langue que l'on entend dans les discours politiques aujourd'hui. On mettra un petit peu de français quand on voudra que l'international comprenne ce qu'on dit. Donc, il y a une centralité du créole qui est évidente. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait la différence avec les écrivains de la nouvelle génération qui ont
une langue de départ, qui est le créole. Ils ne sont pas comme nous entre deux langues qui ne recouvrent pas toutes leurs expériences. Ils ont été élevés dans des familles et dans des milieux où le créole recouvrait tous les champs d'expérience. Donc, ils ont une langue de départ. Et c'est pour ça que quand ils écrivent en créole, les jeunes hommes ou jeunes femmes de moins de 40 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement bien maîtrisé. Ils n'ont pas eu à faire un parcours comme Georges Castra pour apprendre la littéralité de la langue créole. Elle est leur langue maternelle. Je peux dire qu'ils ont une langue de départ. Et ils ont le français comme langue d'arrivée. Et aujourd'hui, on peut dire aussi l'anglais ou l'espagnol avec les problèmes de migration, avec les phénomènes de migration. Donc c'est un paysage très différent. Je pourrais dire aussi que nous employons le français, c'est la langue dans laquelle nous avons, alors ma génération, moi, j'ai appris à écrire, donc je maîtrise l'écrit français. J'ai lu énormément de livres de littérature française, donc c'est vraiment la langue d'arrivée. Mais contrairement à certains pays d'Afrique, il n'y a pas une créativité populaire en langue française. J'écoutais Ken Gurgul parler de la créativité à partir du français qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas ce phénomène en Haïti. Parce que si vous allez au marché, si vous prenez un taxi, vous n'allez pas vous adresser à cette personne en français parce qu'il n'y a pas plusieurs langues et le français devient une langue de communication pour que les gens se comprennent entre eux. Donc, c'est une situation très différente. Voilà. Et toi alors, ton rapport à cette langue française, dans ton écriture, on sait que ton écriture est extrêmement sensible, les émotions passent à travers le français, et pourtant tu vis en créole. Comment est-ce que... Je vis les deux. Tu vis les deux. Parce que, comme disait, par exemple, moi je n'écris pas en créole, mais quelqu'un comme Georges Castrade m'a toujours dit, moi Yannick, ce que j'écris en créole n'est pas ce que j'écris en français. Oui. Et c'était quoi alors la différence? Alors lui, par exemple, la différence, c'était tout ce qui était vraiment très politiquement marqué, c'était en créole. Tout ce qui allait beaucoup plus vers la recherche ou bien le sens de l'intimité profonde à exprimer, souvent il le faisait en français. Donc il y avait une sorte de partage de champs d'expression à partir des expériences pour quelqu'un comme Castra. Moi, j'écris en français. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai eu le parcours d'une jeune fille, d'une femme. Donc, j'ai un rapport au français qui est peut-être plus, comment je pourrais dire, plus constant. Pardon, j'ai pas bien compris le mot. Plus constant. Plus constant. Oui. Ça a été celui des jeunes hommes avec le français. Donc, pour moi, et je suis venue en France assez tôt, donc c'est une langue que je prends plaisir à dire, que je prends plaisir à... Non, ne lui téléphonez pas maintenant, s'il vous plaît. Laissez-la nous un peu encore. À pratiquer, que je prends plaisir à pratiquer, parce que c'est une langue que j'aime. J'aime les tours, les détours de la langue française, et c'est dans cette langue que j'ai appris à écrire, et je continuerai à écrire dans cette langue-là. Alors, je fais quelques efforts pour peut-être un peu commencer par traduire une de mes nouvelles en créole, mais c'est parce que je revendique un peu ce que je disais dans l'article, aujourd'hui le créole comme langue d'arrivée. Donc, je suis en apprentissage de l'écrit du créole. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, je disais tout à l'heure qu'en 2019, tu as inauguré la chaire Monde francophone au Collège de France et je parlais de ta leçon inaugurale. Tu peux nous en dire un mot? Là, tu fais référence à... En fait, en quelque sorte, tu dis que tu penses que Haïti avait des... comment je veux dire? Pas des conseils, mais pouvait servir d'exemple, aurait pu servir d'exemple, nous servir d'exemple. Alors, pourquoi? Parce que Haïti est peut-être le premier pays qui a décentré ce qu'on appelle la francophonie. La francophonie n'existait même pas d'ailleurs. Le premier décentrement s'est fait à partir d'Haïti. Et Haïti a créé une culture, et même la culture populaire haïtienne, même je parle par exemple du vaudou, il y a des prières en français,
par exemple, ce qu'on appelle les prières du Dior, les prières qui introduisent les prières qui introduisent le vaudou, par exemple, ce sont des prières en français. On glisse vers les prières en créole. Donc, le français imprègne beaucoup de choses. Les lois haïtiennes sont écrites jusqu'à présent en français, l'école se fait en français. Donc, le premier décentrement véritablement moderne du français s'est fait à partir d'Haïti. Et je pense que ça permet de réfléchir sur quelle politique faire pour que la francophonie ne soit pas un simple instrument politique pour que la France règle des problèmes avec les pays africains, mais que ce soit véritablement un échange et une découverte. Parce qu'il n'y aura de francophonie réelle que quand on se dira, eh bien, les autres pays utilisent la langue française, mais ont une culture donnée, ont un parcours particulier donné et ont une histoire donnée. Parce qu'à partir du moment où on fait partir l'histoire, la culture du centre vers ces pays-là, on n'est pas dans la francophonie, on est encore dans quelque chose de très condescendant. Et quelle autre leçon Haïti peut donner? C'est que, par exemple, l'indépendance d'Haïti, quand la première constitution d'Haïti, on avait quand même reconnu les Polonais comme des égaux aux Haïtiens, c'était des citoyens haïtiens, parce qu'ils avaient combattu aux côtés des Haïtiens. Donc là encore, voilà un exemple de pays qui était sous domination française et qui donne des leçons, même pour le 21e siècle. C'est-à-dire les Haïtiens n'ont pas tenu compte de la couleur de la peau, de couleur de peau des Polonais, de la langue qu'ils parlaient. Comme ils ont combattu à côté de nous, on en a fait des Haïtiens à part entière. Les Haïtiens ont recueilli que toute personne qui était chassée pour la liberté pouvait trouver refuge en Haïti. Et ça, dès 1804. Haïti a aidé d'autres pays aussi. Donc, c'est aussi des leçons de fraternité. 5 pays de l'Amérique latine, Haïti a aidé Bolivar, lui a donné des armes. Là, il a été exilé d'ailleurs en Haïti. Haïti a même aidé la Grèce à avoir son indépendance. Donc, ce sont des leçons de solidarité à partir justement d'un pays ex-colonie française et qui est quand même dans le giron qui parle français. Voilà. C'est un peu ces leçons-là. Et il y a d'autres leçons. Haïti envoie tout un contingent de gens parlant français aux indépendances africaines, quand les pays africains commencent leur indépendance. Et ce sont des professeurs haïtiens qui ont formé des générations. De même qu'au Québec, au moment de la Révolution tranquille, beaucoup de professeurs haïtiens ont formé des générations. Donc, on a commencé une francophonie sud-sud et même sud-nord avant d'autres. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est peut-être cette singularité d'Haïti qui fait qu'elle a des expériences qui peuvent être inspirantes pour d'autres. Voilà. Alors depuis Bain de Lune, qui a reçu le prix Femina en 2014, qui est reparu en Point en 2015, Douce déroute, paru en 2017. Je rappelle que tous tes livres sont édités aux éditions Sabine Vespizer. Il y a celui-ci, L'oiseau par cœur dans la nuit et autres nouvelles. Tu peux nous en dire un mot? Alors, ce livre regroupe 3 recueils de nouvelles. La petite oui, il y a 3 grands chapitres. Oui, c'est ça. L'oiseau par cœur dans la nuit. Et puis, la folie était venue avec la pluie. Et alors, je pense que ça montre tout mon parcours, parce que j'ai d'abord été nouvelliste et romancière. Peut-être que je retournerai à la nouvelle. Mais j'aime bien la nouvelle parce que, avec Haïti, ça permet des photographies immédiates. Oui. De choses qui sont tellement mutantes et changeantes qu'on peut faire une photographie immédiatement et donner à voir, donner à sentir. Par exemple, Ben Lune, je me souviens, je suis allée dans un village de pêcheurs très reculé et l'image m'avait énormément frappée. J'en avais fait juste une nouvelle de 3 pages. Mais ça n'a pas cessé de me hanter depuis. Et 15 ans après, j'ai repris le même titre et j'ai imaginé une vie à ce village. C'est devenu Ben Lune, un roman. Donc, avec cet ensemble de nouvelles, c'est tout un parcours, toute une réflexion, c'est toutes mes préoccupations. En fait, je pourrais dire mes obsessions, à la fois esthétiques et mes interrogations. Voilà.
Et je crois que ce petit Sabine a bien fait de les regrouper parce qu'elles représentent un parcours, je pense, à un moment donné. Voilà. Et tu travailles sur quoi à l'heure actuelle? Ah, je ne vais pas tout dire. Un peu. Mais effectivement, je travaille sur un roman et des personnages qui vont être, je pourrais dire, dans l'Atlantique. Parce que je suis très intéressée ces jours-ci à m'interroger sur le passage de l'Europe vers l'Atlantique. Et la Caraïbe, pour moi, la grande Caraïbe d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Grandes Antilles, ça va jusqu'à la Louisiane, ça va vers la Colombie, ça va donc toute une partie du Mexique. Si on commence à étudier l'histoire non officielle, on se rend compte que la contrebande, la piraterie, les relations qu'il y avait absolument non officielles entre le Cap français, donc Cuba et la Nouvelle-Orléans, on se rend compte que tout le monde se mélangeait. Les Indiens, les Noirs et les pirates, voilà, tout ça. Donc il y aura vraiment un mélange encore, mais de ce côté-là de la Grande Caraïbe. Alors, juste, je balaye très, très rapidement avec toi, puisque malheureusement, tu n'as pas pu venir nous rejoindre ici. Tous les thèmes des rencontres qui vont être, qui ont déjà commencé ce matin. Bon, que signifie écrire en français? On en a déjà un petit peu parlé. Les langues et identité. Ça, c'est un sujet un petit peu, j'allais dire, difficile, un petit peu chaud quand même, non? Langue et identité? Langue et identité. Pas pour moi, parce pas que je ne pense toi. pas que l'identité soit quelque chose d'immuable. Pour moi, l'identité change, qu'il s'agisse de l'identité individuelle ou d'une collectivité. Donc moi, je ne considère pas, par exemple, l'identité haïtienne telle que l'avaient définie certains penseurs ou théoriciens au XIXe siècle. Aujourd'hui, si on parle d'identité haïtienne, et en ce sens, je pense qu'on a même une longueur d'avance dans ce que Glissant appelait le multilinguisme de demain. Oui. Avec le phénomène migratoire, on a une littérature qui se fait en langue anglaise. Aujourd'hui, en langue espagnole. On en a au Chili, on en a en République dominicaine. Une grande littérature qui s'est faite en français et une grande littérature qui est en train de se faire en créole, en langue créole. Donc, si on reste avec l'idée que l'identité du XXIe siècle est la même que celle du XIXe siècle, on ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer. Quand je demande à Jacques-Pierre Paul, médecin haïtien établi au Chili et qui est l'un des jeunes poètes qui montent au Chili, eh ben, il parle de Jacques Mel, il parle de sa mère, de son enfance. Il le fait en langue créole. Il le fait, en espagnol. Edwige Antica parle d'Haïti, elle le fait en anglais. Aujourd'hui en Haïti, j'ai parlé hier d'une jeune poétesse en langue créole, une jeune femme, Cherline Rivage, qui a fait un très beau recueil qui s'appelle Cadence, c'est en langue créole. Il y en a une autre dont je vais parler, Adélie Bonhomme, qui a écrit en français. Voilà. Donc, je pense qu'au lieu de s'enfermer dans une identité et de dire on n'est pas ouvert sur l'extérieur, ce qui n'est pas vrai, parce que les jeunes ne raisonnent pas exactement comme ça, des nouvelles générations, il vaut mieux prendre ça comme une richesse et plutôt comme le monde en devenir et se dire que cette littérature a une longueur d'avance. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout dans l'identité fermée. Et que penses-tu de la phrase que je ne retrouve plus d'ailleurs, mais enfin je me rappelle vaguement, dis-la de mémoire, d'Alain Mabonkou qui dit qu'il revendique dans sa langue française l'accent congolais. Est-ce que tu revendiques dans ta langue française l'accent créole, l'accent haïtien? Je ne sais pas. Et c'est peut-être, je peux dire que ce qui passe peut-être de ma culture, c'est un certain rythme dans mon écriture, je peux dire. Ça, c'est certain. Le rythme. Le rythme, tu veux dire que ce serait dans l'écriture un rythme qui serait un peu commun à tous les Haïtiens? Voilà, qui retourne à la musique, à la musicalité des paroles que les gens disent. Mais il faut bien se rappeler ce que j'ai dit au début. La situation de la langue française en Haïti n'est pas celle de la langue française pour les pays francophones africains. Mm-hmm. Il n'y a pas une utilisation, même dans les milieux populaires, de la langue française, ça n'existe pas. En ce sens, elle reste quand même une langue élitiste. Oui.
qu'il faut maîtriser, etc. Donc, je pense que la situation sociolinguistique n'est pas la même. Donc, on a un rapport à la langue française qui n'est pas exactement la même que celle que... Par exemple, moi, j'étais étonnée quand je suis allée au Sénégal, je suis allée au marché, je me suis adressée en français, j'ai pu acheter, j'ai pu communiquer avec la personne qui me vendait. Je suis allée en Côte d'Ivoire, c'était pareil. En Haïti, c'est difficile. Il faut parler créole pour vraiment communiquer avec quelqu'un. Vous allez lui acheter des citrons. Donc, la langue française reste une langue à dominer, une langue, on peut dire, élitiste, quelque part. Voilà. Parce que, par exemple, toute faute de langue en langue française renvoie à un statut social. Et c'est pour ça qu'il y a un glissement maintenant, les classes populaires, avec les échanges avec la diaspora des États-Unis, commencent à parler anglais. L'anglais commence à devenir aussi la langue presque exclusive des classes bourgeoises d'affaires. Même les familles entre elles parlent anglais. Donc, on commence à avoir quand même l'anglais qui occupe une place importante. Et puis, surtout avec la diaspora qui est aux États-Unis, à Miami, on est à 1h30 d'avion, et elle commence à peser du poids dans la politique haïtienne, comme les États-Unis pèsent dans la politique haïtienne. Donc, l'anglais gagne énormément de terrain aujourd'hui. Alors c'est étonnant parce que je disais avant qu'on arrive à avoir cette liaison avec toi, je disais que les Haïtiens sont assez extraordinaires par rapport à leur rapport au livre, à la littérature, etc. Évidemment, là j'aurais dû préciser que je parlais peut-être à ce moment-là d'étudiants ou de gens oui c'est ça, des jeunes étudiants plutôt qui sont attachés à cette littérature. On voit bien à chaque fois qu'on a fait des choses là-bas en Haïti, il y avait quand même une envie de découvrir, d'entendre, de discuter. Tout à fait. Et c'est normal parce que imaginez qu'on a quand même la littérature pratiquement dans l'ADN, parce que on a commencé depuis le 19e siècle. Nous sommes quand même adossés à un patrimoine littéraire écrit en français qui date du début du 19e siècle, pardon. Et même notre indépendance s'est faite par l'écrit français. Au Collège de France, je faisais remarquer comment même des gens comme Dessalines, Toussaint, employaient des secrétaires français et envoyaient des articles dans les journaux en français pour annoncer ce qu'ils allaient faire. Donc, nous sommes nés aussi avec l'écrit, en tant qu'État. C'est extraordinaire. C'est maintenant qu'on découvre la somme d'articles qu'ils ont envoyés, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis. Ils ont vu leur vis-à-vis français, les gouverneurs faire pareil. Ils ont dit, on va employer des secrétaires. Et c'était en français, même si eux ne maîtrisaient pas complètement le français. Donc, on a quand même ce rapport ancien avec la langue française, une littérature qui s'est faite pendant tout le 19e siècle en français. Et jusqu'au moment où je parle, il y a vraiment des initiatives un peu partout, pas seulement à Port-au-Prince, dans les villes de province, d'associations qui continuent à célébrer le livre en langue française, mais aussi ce qui se fait en créole aujourd'hui. Et ce qui me frappe aussi là-bas, c'est le respect que l'on porte aux écrivains, même si on ne lit pas, aux écrivains et aux poètes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis frappée, moi qui vis en Haïti, malgré l'état délétère, malgré, je ne sais pas, ce qui pourrait nous faire baisser les bras, mais je suis invitée toutes les semaines à... Même en ce moment, là. Ah oui, même en ce moment. Là j'ai présenté une jeune poétesse, j'ai fait un petit enregistrement pour elle hier, et il y a une autre qui va présenter un nouveau recueil samedi. Donc, toutes les semaines, il y a toujours... Malgré les coups durs, malgré les tremblements de terre, malgré tout, les gens sont là. Et surtout, les jeunes continuent à faire de la littérature pour exister. Et voilà pourquoi ce pays est aussi attachant. C'est une parade contre le malheur. C'est une manière de nous faire un pied de nez, de nous dire, on continue.
Et au malheur, on riposte par la beauté. C'est quand même bien. C'est très bien. On va finir là-dessus parce que c'est optimiste, c'est gai et c'est tant mieux. Merci beaucoup, ma chère Yannick. Et puis, merci, Maëlle. Et puis à bientôt, j'espère. De cet échange avec toi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et merci à toute l'équipe technique d'avoir permis cette Oulala, oui, ça a été liaison. Un exploit. Merci beaucoup à tous.